Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, je suis content de vous revoir. Mais oui, la semaine même, vous savez. Et merci à Benjamin Glaise d'avoir été là la semaine dernière. Glaise. Bonjour Cécile Pivot, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir ce matin. Évidemment, Pivot, le nom évoque votre papa, Bernard Pivot. Vous publiez avec votre sœur ce magnifique album, Bernard Pivot, Le goût des autres. Agnès par Agnès et Cécile Pivot, avec un texte de Pierre Assouline de l'Académie Goncourt, qui a été un de ses proches. C'est un très très beau livre, et je le dis, quand on dit beau livre, c'est beau au sens humain. C'est un livre donc, qui est publié chez Calman Lévy. Il y a des photos, il y a des textes, beaucoup de textes, enfin des petits extraits. C'est un livre vraiment qui raconte ce personnage singulier qui était votre père, qui a marqué évidemment la vie de très nombreux Français, avec apostrophe bouillon de culture, et après l'Académie Goncourt. Bon, on va en reparler avec vous. C'est un personnage discret, on peut pas dire qu'il était people. C'est vrai que vous, on vous a rarement vu avec votre sœur, on a rarement vu votre maman. C'était pas un personnage qui donnait à des rumeurs ou autres? Non, pas du tout. Non, mon père avait une vie à côté de ça. Non, c'était pas du tout quelqu'un qui était people. Déjà, il a eu une vie quand même de reclus pendant tout le temps d'apostrophe. Hein. Ouais. Il sortait pas, il allait pas au théâtre, il allait pas au cinéma. Nous, on voyageait très peu avec notre père. Il était vraiment dans ses livres. Donc, la vie de people, non, ça pas du tout. Et puis après, non, c'était pas du tout quelque chose qui l'attirait. Il aimait les grands restaurants. Quand il sortait, il aimait les grands restaurants. Ouais. Il allait au match de foot. Mais c'est bizarre pour quelqu'un qui fait de la télé et qui est animateur de télé tous les vendredis, qui donne rendez-vous à des gens tous les vendredis. Mais il avait un vrai recul par rapport à ça, mon père. Il avait un vrai bon sens pour tout, et notamment pour ça, oui. Ouais, il était, on le découvre relativement normal, même si Pierre Assouline dit c'était quelqu'un qui n'était pas un homme ordinaire, mais il avait une vie normale. Il aimait la bonne bouffe, il aimait les livres, et il était simple. En fait, non? Oui, tout à fait. Il était simple. Il aimait en effet les bonnes choses de la vie. Il est resté très attaché à son Beaujolais. Absolument. Il aimait le vin du Beaujolais. Il aimait les matchs de foot. Il est resté fidèle à Saint-Étienne, qui était l'équipe préférée de son père. Donc, il est resté très fidèle à tout ça, mon père. Oui, il aurait pu à un moment peut-être avoir. Oui, c'est ça. Et puis aller passer ses vacances à Saint-Tropez ou à Saint-Barth, je sais pas. C'était pas du tout son truc. L'idée du livre, elle est venue comment? Alors, vous le racontez un petit peu dans la préface. Vous aviez une sœur qui est plus organisée que vous et qui classait les photos. Voilà. Alors moi, j'ai une sœur qui est vraiment la photographe de la famille et qui avait fait pour mon père beaucoup d'albums photos. Donc les albums, ouvrez les guillemets, apostrophe, Quincier, les vacances, que mon père, je pense, ne regardait jamais. Hein. Ah oui. Non, mon père n'était pas présent, du tout. Le présent, jamais le passé. Exactement, c'est ce qu'il disait. Exactement. Donc quand je suis retournée pour la première fois toute seule dans son appartement, je me suis retrouvée un moment dans son bureau, face à sa bibliothèque. Ça a été dur, très dur. Et j'ai vu ses albums photos que j'avais toujours vus en fait. Ils n'étaient pas cachés, mais évidemment, quand vous avez un être cher qui disparaît, tout a une autre. Tous les objets qui lui ont appartenu prennent une dimension différente, et encore plus les photos, je pense. Ouais. Et j'ai ouvert ces albums et je me suis dit tout de suite, il faut faire quelque chose de ça, voilà. Et vous avez eu raison, parce que c'est un bonheur de se plonger dans sa vie, dans ses photos, pour tous ceux qui l'ont aimé, de retrouver les personnes qu'il a pu, les personnages incroyables. Je crois qu'il a eu tout ce que la littérature comptait d'écrivains ô combien célèbres. On va en reparler avec vous dans un instant, mais il y a la télé aussi et le zapping avec Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Est-ce qu'il regardait la télé? Oui, il regardait. Oui, il regardait beaucoup la télé. Ouais. Et les matchs de foot, forcément. Oui, les matchs de foot, les émissions, évidemment, La Grande Librairie,
Après, oui, mais pendant qu'il travaillait, lui, quand il faisait Bouillon de culture, non, parce j'ai pas noté, mais le nombre d'heures qu'il passait à lire était phénoménal. Ah non, quand il lisait, un petit peu, il a toujours regardé les infos à la télé. Ouais. Je pense que même du temps d'apostrophe, il regardait toujours le journal de 20h, ça c'est sûr. Ouais. Mais évidemment, il avait un temps limité pour regarder la télé. Bon. Alors, comme une journée sans fin, Valérie, comme des années sans fin, c'est reparti pour une semaine de grève. Ah, la France. Mais c'est surtout le mouvement des agriculteurs qui inquiète. Il va reprendre logiquement vendredi. Dans cet à vous, Michel Biérot, c'est le vice-président de Lidl France. Il a prévenu que le mouvement serait puissant et que, évidemment, les grandes enseignes avaient un rôle à jouer. Tout à l'heure, vous disiez oui, tic-tac boum, ça va péter le 15 novembre. C'est-à-dire que vous dites que le pays sera bloqué la semaine prochaine. Je ne sais pas quelle ampleur ça va prendre, mais tous les agriculteurs que j'ai au téléphone me confirment que ça va chauffer. Mais à juste titre, il y a l'histoire du Mercosur qui est sur la table aujourd'hui. Le traité de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Exactement. Et ça, c'est dans les mains de l'Europe, c'est même pas la France. Donc si demain ça passe, et il y a des chances que ça passe, ça va être un drame pour le monde agricole. Ceci étant, c'est quand même, on porte une responsabilité en tant que distributeur. Si nous, on a la volonté et qu'on décide ensemble, ou tout seul, chacun de son coin, mais qu'on décide de mettre 100% de viande bovine française, de lait français, à la limite, le Mercosur, on s'en fiche. Mais il n'y a pas que la distribution. Finalement, la distribution, c'est que moins de 20% de la production agricole. Il y a aussi qu'est-ce que font les collectivités locales, qu'est-ce qu'on mange dans les cantines des lycées, des collèges et des autres. Et oui, c'était un homme de la terre, aussi, votre père, Bernard Pivot. Il était proche des agriculteurs. Il s'est jamais engagé en politique. Jamais. Ou sur des grèves ou sur des choses comme ça. Il n'a jamais dit pour qui il votait. Mais même à nous, sa famille. Ah ouais. Mais vous savez s'il était de gauche ou de droite ou pas? Non. Même si je le savais, je ne vous le dirais pas aujourd'hui, de toute façon. Non, il ne se mêlait pas vraiment de politique. En fait, il ne se mêlait pas de politique. Même sur des plateaux très politiques, il passait la parole, absolument. Il interrogeait, il était curieux. Il craignait le fanatisme, mon père. Ouais. Il craignait d'être attaché à un parti politique. Non, pas du tout. Non. Une semaine jour pour jour, Valérie, après les élections américaines, elles avaient démarré mardi dernier. Beaucoup se demandent encore comment les Américains ont pu voter aussi massivement pour Donald Trump. Alors c'est une interrogation. Est-ce que ce sont les Américains qui s'interrogent ou les Français? Les Français, et c'est une interrogation qui énerve l'avocat Charles Consigny. Écoutez-le. J'avais pas identifié que on ait pu se mettre à dire que c'était parce que les Américains sont stupides qu'ils ont voté Trump. Il faut vraiment être un chercheur fatigué invité par France Inter pour dire ça, excusez-moi. Je trouve ça d'un mépris de classe et d'un mépris tout court insupportable. Il faut admettre que les gens ont des bonnes raisons de voter Trump. Il a mis en avant l'économie, là où Kamala Harris était sur des thèmes de lutte contre les discriminations, de féminisme. Inflation, immigration. Mais il respecte les gens. Quand il enfile la tenue de vendeur chez McDonald's, quand il enfile la tenue de déboueur, on peut dire qu'il fait de la com, que c'est la guerre des images. Mais c'est aussi une manière de se mettre dans la peau de ces gens-là et de dire que ces gens-là aussi ont le droit d'avoir leur président. Moi, je suis vraiment très heureux, franchement, que ni la côte est ni la côte ouest des États-Unis n'aient choisi le président, que les élites n'aient pas choisi le président, qu'il ait été choisi par la population. Et je pense que ça, c'est une démocratie qui fonctionne. Il y a eu, Valérie, une drôle de promotion samedi soir. Dans quelle époque? Je ne sais pas si vous avez vu François Ruffin, qui venait parler de son film avec Sarah Salman. Sarah Salman qui l'a viré de son film. Avec qui il est fâché. Avec qui il est fâché. Les deux étaient quand même pour parler de là, parce que quand même l'argent n'a pas d'odeur, quitte à parler d'un film pour qu'il se vende. Et malgré leurs différends, ils ont fait la promotion et ils ont parlé évidemment de ce qui les opposait. Un quart d'heure avant la fin du film, elle disparaît. Pourquoi vous la faites? Vous la cancellez? Le 7 octobre, j'ai réagi avec clarté quand il y a eu les massacres qui ont été commis dans les kibboutz israéliens. Et j'ai dit à ce moment-là que c'était des actes terroristes commis par le Hamas, qu'une vie valait une vie, que les larmes d'une mère israélienne valaient les larmes d'une mère palestinienne. Pourquoi vous l'avez viré? Parce que je ne peux pas faire un film humaniste ici et ne pas l'être là-bas. Depuis 1 an, on n'a jamais entendu Sarah Salman avoir un mot d'empathie pour les enfants à Gaza. Est-ce qu'elle est capable ce soir d'avoir un mot d'empathie pour les enfants à Gaza, pour des hôpitaux détruits, des gens qui se font opérer sans anesthésie? Sarah Salman, je ne sais pas si vous avez un mot pour les enfants palestiniens, mais comment vous avez vécu le fait d'avoir été viré du film à cause de votre soutien indéfectible à Israël? Je l'ai très mal vécu parce que je ne voyais pas le lien entre le film et le conflit israélo-palestinien.
C'est un drôle de moment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Valérie. Oui, j'ai vu. Et c'est amusant de voir François Ruffin qui fait un licenciement quand même. On aurait pu lui faire remarquer. Je ne sais pas si elle était payée. Je ne suis pas sûre qu'elle était payée. Ah, vous croyez qu'elle n'était pas payée dans le film? Non, je ne pense pas. Bon. Ça y est, le couple Flavie Flament, Julien Arnaud se sont enfin reformés pour Télématin. Hein. Une Flavie Flament qui n'est pas encore habituée à son nouvel employeur. Il est 9h12 sur RTL. Non, bien sur France 2, enfin sur RTL aussi. Tout va bien. Voilà, c'est marrant, ça va me reprendre encore cette saison, ne vous inquiétez pas. Il est 9h12 donc sur France 2. Écoutez donc, c'est la musique de votre série préférée. Elle se marque Capitaine Marlowe, car c'est à elle qu'on la doit. Elle vient de s'installer, on est ravis de la recevoir. Elle est Gillard, donc c'est génial. Bonjour Catherine Lara. Bonjour. Ah oui, moi j'en fais des gaffes, est-ce que vous voulez quoi. C'était un petit moment rigolo. Elle a joué la première fille fictive de Louis de Funès dans Les Gendarmes de Saint-Tropez. Geneviève Grade, comédienne, est décédée dans la nuit du 7 au 8 novembre. Elle avait 80 ans, hein, Geneviève Grade. Elle était aux côtés de Patrice Laffont dans le premier Gendarme, et elle interprétait évidemment dans le film le fameux du Saint-Tropez. C'est elle qui chantait? Ouais, c'est elle qui chantait dans le film et dans la réalité. Je ne savais pas. C'était Geneviève Grade qui chantait. J'ai eu peur que vous me passiez la Starac parce que franchement... non, j'ai eu ma dose la semaine dernière. Très bien. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec Cécile Pivot pour parler de son père, Bernard Pivot, Le goût des autres. Un très très bel album qui paraît chez Calman Levy. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansma. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Cécile Pivot. Cécile Pivot, vous êtes l'une des filles de Bernard Pivot. Avec votre sœur Agnès, vous faites paraître aux éditions Calman Levy Le goût des autres, avec un magnifique texte de Pierre Assouline de l'Académie Goncourt. Pierre Assouline qui a travaillé, qui lui a succédé à un moment, qui a été à la tête de Lire, du magazine Lire qu'il a dirigé. C'est un voyage dans la vie de Bernard Pivot. Ce sont des photos, ce sont de courts extraits, soit de lui, soit des extraits de ses livres, soit de personnalités qui l'ont rencontré. Là, je tombe au hasard sur Michel Onfray, qui raconte que tous les auteurs attendaient d'être reçus par Bernard Pivot. Il publie un livre, un deuxième, un troisième. Il n'est jamais invité. Un jour, il le croise, il parle vin, il parle Beaujolais et il l'invite. Donc, c'est dans ce petit texte de Michel Onfray, on voit l'importance qu'il a pu avoir pour les auteurs, évidemment, et pour tout le monde de l'édition. Oui, puis on voit son humour, parce qu'il dit à Michel Onfray, d'après mon souvenir, un philosophe qui s'y connaît en vin, je l'invite tout de suite. Parce qu'il lui dit, il est bouchonné. Et donc Bernard Pivot dit, quoi, vous êtes philosophe et vous y connaissez en vin, je vous invite. Voilà. Aujourd'hui, il y a des programmateurs sur des émissions de télé qui dealent avec les attachés de presse la présence des écrivains et autres dans les émissions. Est-ce que lui, il les appelait personnellement, ou il y avait également un programmateur sur Apostrophe où il prenait la peine de les appeler pour venir dans l'émission? Non, je pense qu'il avait très très peu de contact avec les attachés de presse. Il les connaissait, bien sûr, elle venait sur le plateau, il les connaissait. Mais c'était Anne-Marie Bourgnon qui appelait. Qui était sa collaboratrice pendant de 1970 jusqu'à la fin de sa vie. Ils ont commencé ensemble au Figaro littéraire, et jusqu'au dernier jour, elle a été là, Anne-Marie. Elle est sur énormément de photos. C'est un livre joyeux, en fait. C'est un livre où on voit un homme qui aime la vie. Hein. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans la préface. Il a aimé la vie comme peut-être personne. Absolument. Moi, je me suis rendu compte en travaillant sur ce livre que je me disais très souvent quelle vie cet homme a eu. Voilà. Absolument. Et vous dites la chance l'a presque toujours accompagné. Oui. Il a eu beaucoup de chance dans sa vie, des rencontres. Il le reconnaissait. Il a eu beaucoup de chance, oui. Puis je pense qu'il a eu beaucoup de chance plein de fois. Il est arrivé à la télé, je pense, quand il fallait. Il a rencontré. Après, la chance, il l'a à chaque fois saisie. Il en a fait quelque chose de cette chance. Et il a remercié cette chance, absolument. Comment vous expliquez le succès d'Apostrophe? Parce que les émissions littéraires, c'est pas des émissions qui font de l'audience. Comment vous expliquez? C'est le climat qu'il instaurait? Je pense que mon père est vraiment né à la bonne époque, à une époque qui lui correspondait. Ça, j'en suis convaincue. Donc ça aussi, c'est une chance de naître à une époque qui nous correspond par rapport à nos émotions, par rapport à notre caractère. Et puis, il était... c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait la chance qu'il a eue. Ça aussi, c'était une chance, c'est qu'il n'a pas fait d'études.
et qu'il arrivait sur le plateau d'Apostrophe et qu'il posait les questions que tout un chacun pouvait poser. Il était lui-même, en fait. Voilà. C'est ça, c'est qu'il ne jouait lui-même. Alors, il a fait le CFJ quand même. Hein. C'est là où il a rencontré votre maman. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il est... Jusque-là, c'était un jeune homme, un enfant, puis un jeune homme assez dilettante, qui ne savait pas du tout ce qu'il voulait faire, qui n'était pas du tout inquiet, d'ailleurs, par rapport à ça. Et quand il est arrivé au CFJ, déjà, il y a eu 2 choses dans sa vie. Il y a eu le CFJ, où il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Il a tout de suite été un très bon élève, ce qu'il n'était pas jusque-là. Il a vraiment découvert le journalisme. Vraiment, ça a été une révélation. Et puis, je pense que Paris aussi. Mon père, qui était lyonnais, a tout de suite aimé Paris. Il adorait Paris. Il connaissait très bien Paris. Très, très bien. Je vous propose d'écouter un moment fort. C'était en prime time, comme on dit maintenant. C'était la dernière d'Apostrophe, où il y avait un nombre incroyable d'écrivains invités. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission qui était dans une bibliothèque géante, qui était un plateau incroyable d'une bibliothèque géante. Une photo d'ailleurs dans le livre. Avec plus de 150 écrivains. Voici la dernière d'Apostrophe. Et oui, bonsoir à tous. Voici donc la 724e et dernière émission d'Apostrophe, la première ayant eu lieu il y a 15 ans et demi, le 10 janvier 1975. Donc c'est la dernière émission et en même temps c'est une première parce que c'est la première fois qu'elle est programmée aussitôt dans la soirée. Émission exceptionnelle par sa durée, plus de 2 heures, par le nombre de ses invités, plus de 80 écrivains, et par la profusion des documents tirés de la mémoire d'Apostrophe. Je ne voudrais surtout pas que ce soit une émission de nostalgie. J'espère au contraire que ce sera la rencontre heureuse du passé et du présent d'un rendez-vous hebdomadaire autour du livre, ce qu'était Apostrophe. Apostrophe, 724e émission, la dernière. Voilà. Ah, on n'a pas le Rachmaninoff, j'attendais le... Vous l'attendiez aussi? Non, je l'attendais pas. Ça vous fait bizarre d'entendre ça? Ah oui, vous avez dit. Et il l'avait prévu. Pourquoi ça vous donne envie de pleurer? Parce que c'est mon père qui me manque. Voilà. Et vous racontez que pour ses obsèques, il avait prévu les musiques qu'il voulait entendre et il y a eu Rachmaninoff, effectivement. Et il avait prévu autre chose, Valérie. Est-ce qu'il s'était confié à Catherine Sellac? Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, c'est cité dans le livre. Écoutez l'extrait. J'ai écrit la prière qu'on dira sur ma tombe le jour où, dans le cimetière de Quincy en Beaujolais, on m'enterrera. Vous dites quelque chose de très amusant concernant aussi Jean d'Ormesson. Vous dites le premier qui va mourir, il en recevra des coups de fil. Oui, parce que quand un écrivain meurt, les radios m'appellent tout de suite pour me demander quelques phrases sur l'écrivain, à condition qu'il soit célèbre. Et donc j'ai dit, celui d'Ormesson et moi qui mourra le premier, il va laisser l'autre dans le chagrin, bien entendu, mais aussi il va emmerder l'autre terriblement parce que le téléphone va sonner toute la journée, donc voilà, donc je ne vous dirai pas ce que je souhaite. Je vous le souhaite pas en tout cas. Mais on est peut-être éternels tous les deux, sait-on jamais. Lui en tout cas l'est. Lui il l'est. D'Ormesson est parti avant lui en fait. Hein. Oui. Il y a toujours ce mélange, je trouve, je réalise là maintenant en l'écoutant chez mon père par rapport à la mort, à la disparition, ce mélange d'humour et de grande angoisse en fait. Il y avait les deux. Il y avait toujours les deux. Il prenait ça toujours, Jean d'Ormesson et moi. Et en même temps, il en parlait beaucoup en fait. Du moment qu'on écrit quelque chose, c'est qu'on y pense. Oui, absolument. Ouais. Alors, ça a été respecté? Oui, bien sûr, ça a été... tout a été respecté. Dans ce qu'il voulait. Et dans tout ce qu'il avait prévu. Pourquoi il avait prévu? Pourquoi il vous a pas laissé maître de son enterrement? Il n'avait pas tout prévu du tout. Il avait prévu certaines choses. La musique. On a dit ça. Enfin, il y a eu des magazines People qui ont dit vraiment mais n'importe quoi, en disant que il avait même prévu son cercueil. Enfin. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Pas du tout. Il a prévu 2-3 choses. Enfin. Oui, ce qu'il aurait eu envie. Qui voulait qu'il y ait la musique de Rachmaninoff et qui voulait qu'il y ait cette prière que mon compagnon a lu en effet dans le cimetière. Voilà. C'est tout. Le reste, on a été bien libre de faire ce qu'on voulait et on a fait, on pense, le mieux possible à son image. Ouais. Quel rapport il avait avec la célébrité? Parce qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en disant qu'il n'était pas mondain. Alors, je pense que son rapport à la célébrité a un petit peu changé avec le temps. Il a été longtemps... Il a été très célèbre, Bernard, il ne faut pas oublier ça, le temps d'Apostrophe. Moi, j'ai des souvenirs enfant, on parlait vraiment que de ça. Et vous le viviez comment, enfant, justement? Bernard Pivot, c'est ton père? Je le vivais comme tous les enfants de parents célèbres. Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, c'est pas du tout... Mais la célébrité, moi, ça m'a pas traumatisé. La célébrité n'était pas quelque chose qui
qui l'intéressait. C'est ce que dit Marie-Laure Delorme. J'ai relevé la phrase. Elle dit « Il était insensible aux honneurs et à l'argent. » C'était et surtout, c'était quelqu'un d'incorruptible et qui ne... C'était pas l'homme des renvois d'ascenseur. Je pense que... C'est pour ça qu'il a réussi, qu'il a fait la carrière qu'il a faite. C'est-à-dire que, en effet, il n'est jamais allé sur une... À un moment, il a eu des ponts d'or pour... partir de France Télévisions, enfin d'Antenne 2 à l'époque, il n'a jamais cédé à ça. Non, il n'a jamais cédé. Il savait, mon père, là où il était bon et là où il n'était pas bon. Donc il est resté là où il devait être, là où il était bien, là où il était le meilleur. Le seul virage qu'il a fait, c'est au moment de la Coupe du Monde, où il l'a commenté avec Michel Drucker. Ils étaient tous les deux sur Antenne 2. Et je crois que ça a été un moment de plaisir incroyable. Mais ça, il a adoré. Mais ça, il a adoré. Je pense que ça, c'est l'une de ses plus grandes fiertés et l'un de ses plus grands bonheurs. On l'a appelé pour commenter les matchs. Bien sûr, être allé au Mexique, faire toute la Coupe du Monde, ça a été pour lui la célébrité. Il était très heureux et jusqu'au dernier jour, on le reconnaissait dans la rue. Enfin, je veux dire, jusqu'à la dernière semaine, les gens s'arrêtaient pour lui dire Monsieur Pivot. Et puis la génération les plus jeunes pour les championnats de France d'orthographe le reconnaissaient pour ça. Donc il y avait toujours quelqu'un, Monsieur Pivot. Bon, merci pour tout. Donc ça lui faisait plaisir. Ça lui faisait très plaisir. Ça lui faisait plaisir. Absolument. Après la célébrité, non. Mais est-ce qu'il y a des écrivains qui venaient manger à la maison? Alors, avait des amis, il y a eu des petites exceptions, mais il n'aurait jamais invité ces écrivains-là s'ils avaient... il y a eu Jean-Claude Lattès, par exemple, qui est un éditeur, qui a été un de ses très proches. Très très proche de Jean-Claude. Il y a une photo formidable avec Pierre Perret. Voilà. Mais il a dit, par exemple, à Jean-Claude, alors je ne sais plus où j'avais lu ça, quand j'ai travaillé, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça génial. Jean-Claude lui avait dit, mais Bernard, pourquoi tu n'avais jamais l'un de mes auteurs à apostrophe? Et il lui avait répondu, le jour où tu auras un auteur qui écrira un bon livre, je l'inviterai. Voilà. Bon, ça c'était Bernard. Il y a eu Georges Samprin. qu'on voit pas mal d'ailleurs dans le livre. Robert Sabatier. Robert Sabatier, c'est vrai qu'il était proche, mais moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup. Georges, j'ai le souvenir de l'avoir vu à la maison à la campagne, à la maison à Paris. Ça oui. Mais pas tellement plus que ça. Pas tellement. Il y a eu Pierre Hébé aussi. Mais voilà, c'était pas plus. Il y avait des grands chefs alors. Des grands chefs. Oui, il y a eu des grands chefs. Il était très proche des grands chefs. Il était très copain. On était dans une région, dans le Beaujolais. Mon père avait une maison dans le Beaujolais. Faut dire qu'il rayonnait là. Hein. Il y avait, on n'était pas loin de chez Georges Blanc, de chez Alain Chapelle. Sur la route, il y avait Bernard Loiseau. Il y avait Paul Bocuse. Il y avait les Trois Gros. On était très très bien placés. Qu'est-ce que tu fais à manger qu'est-ce que tu fais à manger pour lui faire plaisir? Oh, il aimait beaucoup de choses, mon père. Alors, il aimait la cuisine française. Hein. Et ma mère était une excellente cuisinière. Voilà, une excellente cuisinière. Donc il se mettait pas trop au fourneau, lui. Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Où est-ce qu'il lisait? Ça m'a manqué un peu dans le livre d'avoir ce quotidien, de savoir où, parce qu'il y a le nombre d'heures qu'il passe. Donc le lundi entre 8 et 12 heures, le mardi entre 12 Alors il était, on habitait avenue Niel dans un grand appartement, très grand appartement, dans le 17e, en face de la Fnac Étoile. Et en fait, mon père travaillait dans 3 pièces différentes. Oui, il lisait dans le bureau. Assis, toujours assis. Toujours assis. Oui. Il écrivait souvent sur la table de la salle à manger et il lisait, sur la table qui était dans le salon, il y avait aussi une table ronde, il lisait là. Et l'après-midi aussi, souvent, il était dans la salle à manger et il lisait là. Donc, en fait, dans la journée, mais à des horaires très précis, il se déplaçait dans ces 3 pièces. Et vous lui il ne posez la lisait question jamais dans la chambre. Il n'y avait jamais un livre dans sa chambre. Mais non. Jamais. Il n'y avait pas de livre dans sa chambre. Il lisait pas le soir, au lit. Non, il ne lisait pas le soir au lit. Il ne voulait pas de livre dans sa chambre. Il n'a jamais eu de livre dans sa chambre. Incroyable. Même pas une petite bibliothèque. Rien. Et donc, il lisait assis. Il lisait avec assis. Un crayon à la main ou... Toujours. Toujours un bic à la main. Un bic à la main. Un bic. C'est amusant. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous pour évoquer ce livre, Le goût des autres, par Agnès et Cécile Pivot. Hommage à Bernard Pivot. Je vous conseille vraiment ce livre si vous avez connu ces années Pivot, ces années apostrophes. C'est un livre jubilatoire, même si je n'aime pas ce mot parce qu'il est un peu galvaudé. Mais j'ai pris un immense plaisir à le lire hier parce que c'est même pas le feuilleter, c'est à le lire. J'ai tourné les pages les unes après les autres parce que c'est un livre gourmand comme lui l'était. À tout de suite. Merci.
Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Cécile Pivot pour parler de ce très beau livre Bernard Pivot, Le goût des autres, par Agnès et Cécile Pivot, donc avec un texte de Pierre Assouline. Il y a plusieurs textes de Pierre Assouline. Il y en a un magnifique au milieu du livre et celui qui suit aussi est intéressant parce qu'il raconte sa relation avec Bernard Pivot, lui et moi. Et puis il y a ce chapitre que j'aime beaucoup qui s'appelle les journaux. Là, ce sont des photos de Bernard Pivot. Il y a 5-6 pages avec des journaux en main. Je ne peux pas commencer une journée sans lire les journaux. Donc tous les jours. Alors il les recevait, comment il lisait ces journaux? Alors il n'était pas abonné. Pas du tout. Non, pas du tout. Il n'avait pas d'abonnement, mon père. Il allait au kiosque. Sauf les abonnements évidemment gratuits qu'on lui proposait, mais il aimait aller au kiosque. Il aimait aller au kiosque tous les jours. Oui, dans les mots de ma vie, fois. Il dit, et vous les citez, parce que ce sont des petits extraits. Hein. Il faut vraiment vous dire que ce livre se lit très très facilement. Au kiosque à musique, je préfère cependant les kiosques à journaux. Dans aucun autre lieu ouvert au public, je ne me rends 2 fois par jour, le matin et en début d'après-midi. Absolument. Et je dois dire que pour ce chapitre, ce court chapitre sur, on voit Bernard avec des journaux, c'est vraiment venu de une ancienne compagne, Bérangère, qui m'a fourni. Ce sont des photos, la plupart, ce sont des photos qu'elle m'a prêtées. Moi, j'avais tellement l'habitude de toujours voir mon père avec des journaux que j'ai pas pensé, elle qui a pensé à faire un chapitre. Elle avait raison. Une très bonne idée. Mon père, où qu'il soit, il fallait qu'il ait ses journaux. Et quand il était à l'étranger, s'il n'y avait pas de journaux français, il se rabattait, lui qui ne parlait pas les langues étrangères, il se rabattait sur la presse locale et en priorité sportive. Ah oui, on le voit avec un Corriere. C'est un journal italien qui a absolument, de sport. Non, c'est la Gazzetta dello Sport. Voilà, absolument. Alors votre père Bernard Pivot était évidemment en direct. C'était un adepte du direct, ce qui faisait toute la saveur du programme et de l'émission. Alors il s'est passé plein de choses, mais il s'est passé aussi ce soir-là où vous voyez où je vais en venir, un enseignant est venu c'est un moment fort où il dit les médias ne nous donnent pas la parole, on n'a pas la parole et je vais prendre la parole. Votre père essaye de l'empêcher et il lui dit si vous m'empêchez, vous voyez là j'ai un couteau et je vais me trancher la gorge en direct. Voilà comment Bernard Pivot, dans un calme serein, a géré l'affaire. Je viens parler de l'éducation et de ce... Écoutez, non, mais là, c'est pas le sujet, on va pas parler d'éducation. Mais ce sera jamais le sujet à la télévision. Vous avez du Le Pen, vous avez du machin à la une en permanence. Les élections, vous ne parlez rien, pas de programme, vous faites simplement d'aligner des chiffres et des statistiques. Bon. Vous vous foutez de la gueule du monde en permanence. Je ne parle pas de vous, monsieur Pivot, mais en général des médias. Oui. Bon, ce qui va se passer, c'est que c'est évident, c'est que la direction va donner l'ordre de couper l'antenne. Ben, si elle coupe l'antenne, moi je me le plante dans le ventre. Non, faites pas ça, écoutez. Prenez le risque et vous allez voir. Mais non, mais faites pas ça. Prenez le risque et vous allez voir. Je dis à la direction, à monsieur Bourges, c'est pas pour rien que j'ai amené ça. Cette violence, ce sera contre moi et c'est vous qui l'exercerez médias en me censurant. Non, mais la vie est trop précieuse. La vie n'est précieuse que si on la laisse s'exprimer en liberté et librement. Je suis désolé de cette intrusion, mais des fois la réalité rejoint la fiction. Non, mais je veux dire, bon, écoutez, je vous donne 3 minutes et puis vous expliquez. 3 minutes. Je prendrai le temps que j'aurai. Non, là vous n'êtes pas honnête. Alors là, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. L'honnêteté à la télévision, j'en vois pas beaucoup ces temps-ci, vous comprenez? Vous avez perdu 18 points de crédibilité en 4 ans au niveau des journalistes à la télévision. C'est dans le monde diplomatique. C'est un sondage Sofres. Vous n'en parlez pas beaucoup de ça à la télévision. Écoutez, la crédibilité des journalistes et de monsieur Poivre d'Arvor, les fouilleurs de merde. Oui. On n'en parle pas beaucoup à la télévision. Vous êtes gentil, mais n'attaquez pas mes confrères sur ce plateau, ça me gênerait beaucoup. C'est une vraie résonance avec notre époque et avec le manque de parole. On a l'impression que ça a lieu. C'est très actuel. C'est très actuel. Et lui, il est d'un calme olympien. Comment il l'a vécu? Il a eu peur? Non, je crois pas. C'était mon père. Je trouve que c'est un extrait qui le montre très bien. C'était un homme qui ne s'énervait pas du tout. Et qui était, là encore, il est plein de bon sens, vous voyez, il dit, c'est dommage, la vie est vraiment précieuse. Il perd pas du tout son sang-froid, c'est incroyable, quoi. Il est incroyable. Et en effet, non, c'est lui. Je trouve que c'est tout à fait lui, cet extrait. Il élevait jamais la voix.
Il était comme ça, vous voyez. Et moi, j'ai le souvenir de lui quand j'étais enfant. À mon père, il n'était pas du tout. Je trouve qu'il montre une vraie douceur, une grande douceur. Il était comme ça. Il était comme ça. Parce que vous voyez qu'on est en direct, il ne s'attend pas du tout à ça. Il était en quelle année, toujours ce ton-là. Non, je pourrais regarder. Je peux pas vous dire. C'est un auditeur qui demande. Juste pour revenir sur la dernière d'Apostrophe, il y a une photo formidable. Alors c'était c'était pas la dernière, c'est la 524e émission. Bernard Pivot avait demandé sur le plateau, avait invité sur le plateau Cabu et Wolinski, et puis à la fin de l'émission, il a remercié 2 personnes, sa concierge et le coursier qui lui portait les livres. Oui. Ça aussi, c'était lui, c'est-à-dire proche, tout à fait, proche des gens. On parlait du rapport à la célébrité. Il n'avait pas la grosse tête et il n'oubliait pas ceux qui étaient là pour lui aussi au quotidien. Bien sûr, mais Madame Reversa, donc la concierge de l'Avenue Niel. C'était, je ne vais pas vous dire que c'était quelqu'un de la famille, mais elle était 3 fois par jour, elle sonnait à la porte de chez nous. Pour apporter bien sûr, pour nous apporter des livres. Et nous, quand on passait devant sa loge, si elle nous voyait, elle nous disait, Cécile, arrête-toi, prends, voilà, elle nous passait un paquet de livres à monter. Donc, oui, elle était là, Madame Reversa, donc c'était tout à fait normal. Souvent, les animateurs de télé aiment bien briller, ce sont des séducteurs. Ils font parfois de la télé pour ça, pour se rassurer sur ce qu'ils sont. Est-ce que votre papa était un séducteur ou est-ce qu'il était un timide qui faisait de la télé pour un peu se rassurer? Non, je pense que mon père a tout de suite été à l'aise, ça c'est sûr, devant les caméras. Il le disait lui-même, hein, quand il s'est revu dans la première émission où il a fait de la télé, il dit mais comment j'ai pu être aussi à l'aise dès la première fois? Et c'est vrai. Les caméras ne lui faisaient rien. Je pense pas du tout que c'était un timide. Il n'était pas timide. Je pense qu'il aimait séduire quand même. Oui, non. Alors, il aimait séduire. Il s'est très vite pris de passion pour Twitter, hein, les tweets de Bernard Pivot. Il y en a quelques-uns à la fin qui sont formidables. Oui, j'en ai mis en effet. J'ai eu du mal à les sélectionner. Hein. J'aurais pu mettre le double, voire le triple. Il en avait fait un livre, non? Oui, tout à fait. Absolument. Si je me souviens bien. Les tweets sont des chats. Les tweets de Bernard Pivot sont incroyables. Et du coup, Jérôme Commandeur, je ne sais pas si vous connaissez ce sketch où il parle de votre père. S'en est amusé. C'est amusé en fait d'aujourd'hui. La lecture a été remplacée. En fait, c'était un peu ça par les tweets. On commente le commentaire et on découvre plus rien. Un petit extrait de Jérôme Commandeur qui parle de votre père. Le jour, je suis sur le site de l'Express. Il y avait un très beau portrait sur Bernard Pivot. C'est quand même un grand monsieur de la littérature et de la télévision. Bernard Pivot, il n'y a rien à dire sur Bernard Pivot. Bah si, là t'as Martine 294, là t'as des boules. C'est pas ce qu'elle met. Je suis sous le portrait de Bernard Pivot. Elle met Bernard Pivot va te faire enculer, qu'elle met. J'espère qu'il est prévenu, parce que c'est une personne âgée. Hein, ça fait pas le même effet à tout le monde, Martine. Hein. Il y en a qui refusent. Hein. Après, en dessous, t'as Petit Didier des Vosges. Alors l'autre, il déboule, évidemment, il veut venger Bernard, parce qu'il c'est un fan de Bernard. Alors il dit, oui, d'où tu dis, va te faire enculer Bernard Pivot, fils de pute de Martine, qui met smiley, yeux en cœur, banane, parasol, banane, il met. Je ne connaissais pas. Ah, vous connaissiez pas? Non, pas du tout. Je connais Jérôme Commandeur, mais je ne connaissais pas ça. C'est rigolo, qui parle de votre père, de l'inclure comme ça dans la vie. Et il explique en fait le numérique, on en est même à critiquer quelqu'un incritiquable comme Bernard Pivot. Je suis content de vous faire entendre c'est formidable, merci. Je vous conseille de relire, d'acheter ces livres, sont toujours en vente. Et à la fin, donc, plusieurs de ces tweets, de tous les appareils et instruments de la cuisine, le tire-bouchon est le plus astucieux, le plus prometteur et le plus joyeux. Et il disait, ce qu'il aimait de Twitter, c'est à la fois l'exercice mental et l'exercice de style, c'est-à-dire d'arriver à résumer une pensée, un souvenir, un fait, un sentiment en 140 signes. Et il avait pris ce pli. On parlait de Gilles disait, un homme qui a beaucoup fait pour la littérature. J'avais lu une phrase qui m'a marqué et que je répète, et qu'il avait dû tweeter et que je répète assez régulièrement. C'est que le jour où sa chronique au journal du dimanche s'est arrêtée, les éditeurs ont arrêté de lui envoyer des livres. Oui, mais il l'avait prévu, hein. Ça n'a pas été une surprise pour lui. Enfin, quand même.
Quand même. Ah ben oui, vous dites ça quand même. Moi aussi, je vous dis quand même. Moi, j'en ai pleuré. Enfin, oui, mais moi, j'ai trouvé ça, mais tellement. Mais oui, c'est vrai. Et à son enterrement, c'est Gérard Collard, mon libraire préféré, qui avait fait un coup de gueule dans une des émissions que j'anime avec lui, en disant: j'ai été choqué de voir qu'il y avait aussi peu du monde de la littérature, aussi peu de gens du monde de la littérature et de l'édition en particulier à l'enterrement de Bernard Pivot. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'avec ma sœur, on avait mis dans le faire-part qu'un hommage serait rendu. Donc peut-être que c'est pour ça. On va les excuser. Voilà. On va dire que c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus à Quincy en Beaujolais. Mais c'est pas très grave. Mon père a eu un enterrement à son image. Oui, c'est-à-dire dans l'intimité, avec des gens qui l'aimaient. Il y avait beaucoup de monde quand même. Il y avait des gens du Beaujolais et il y avait quand même des gens de. Voilà, il y avait un peu des gens de tous les milieux que mon père a aimé après. Pas du tout, il n'était pas dupe du tout. Non, absolument pas. Buvez du vin, je rajouterai avec modération, l'époque nous le demande, et vivez joyeux, cette photo aussi est formidable. Vraiment, je vous conseille ce livre, offrez-le pour les fêtes, si vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël, des gens qui aiment la littérature, qui ont aimé Bernard Pivot, c'est un homme vivant, toutes ces photos sont vivantes, joyeuses, et vous découvrirez un personnage singulier, un personnage hors du commun, sous les traits de cet homme un peu bonhomme et joyeux, et simple. C'était quand même un sacré bonhomme. Vous avez un qualificatif pour lui, un mot qu'il qualifie? Vous diriez quoi? Alors moi, le seul mot, je vais juste finir là-dessus. C'est moi qui ai demandé à Pierre Assouline d'écrire le texte, parce que dans tous les hommages qu'il y a eu après sur mon père, et Dieu sait qu'il y en a eu, Pierre a parlé de sa gentillesse. Alors vous voyez comment il parle, Pierre Assouline, il parle très doucement, tout ça. Il a dit, mais il faut pas oublier que Bernard Pivot était quand même quelqu'un d'une extrême gentillesse. Et je trouve que avant tout, c'est comme ça, mais pour moi, ce qui qualifie mon père avant tout, c'est la gentillesse. C'est sa gentillesse. Quel est l'objet que vous avez gardé de votre père qui est le plus précieux pour vous et votre sœur? Alors moi, c'est une petite statue qu'il m'a offerte et il trouvait qu'elle me ressemblait parce qu'elle dit c'est une petite statue comme ça où c'est une femme qui lit un livre. Il me l'avait offert avant sa mort. Il m'a donné des choses avant sa mort. Et ma sœur a gardé... Moi, j'ai gardé beaucoup de choses de mon père. Beaucoup. Un peu trop. Et ma sœur, elle, a gardé un cep de la Romanée Conti. Et comme il avait dit qu'il voudrait être réincarné dans un cep de la Romanée Conti. Bon, je vous conseille donc ce livre, Le goût des autres, par Agnès et Cécile Pivot, avec un texte de Pierre Assouline, Bernard Pivot. Découvrez l'homme derrière l'animateur. C'est un livre, moi je retiendrai joyeux. C'est ce qui ressort. Merci beaucoup. Joyeux et curieux. Merci à vous, Cécile Pivot. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.